L'état de mal épileptique est défini comme une crise épileptique qui persiste suffisamment longtemps ou qui se répète à des intervalles suffisamment rapprochés pour créer une condition stable et durable. Autrement dit, il s'agit soit de l'apparition de plusieurs crises successives sans que la conscience du patient ne se rétablisse entre les crises, soit d'une crise unique qui se prolonge au-delà de 5 minutes. Cette situation représente une menace sérieuse pour le pronostic vital, car elle peut entraîner des complications graves et potentiellement fatales s'il n'est pas rapidement traité. Parmi les formes de cet état, la forme la plus fréquente et également la plus sévère est l'état de mal épileptique tonico-clonique généralisé, qu'on va parler par la suite. Alors comment faire le diagnostic positif de cette condition? Les crises de l'état de mal épileptique se définissent par des caractéristiques particulières qui permettent de les identifier et de les classifier en fonction de leur intensité, de leur durée et de leur impact sur la conscience et la neurologie du patient. Ces crises sont fixes et durables, c'est-à-dire persistantes sans signe de résolution et créant ainsi un état d'urgence prolongé. Une crise est considérée comme prolongée lorsqu'elle dure entre 5 et 30 minutes et surviennent à des intervalles très courts avec souvent 2 à 3 crises qui s'enchaînent sans que le patient ne retrouve conscience entre les épisodes. Elles provoquent aussi des troubles de la conscience comme des périodes de confusion et peuvent entraîner des déficits neurologiques persistants. Voici les principales classifications des états de mal épileptique. Premièrement, l'état de mal épileptique tonico-clonique généralisé typique qui est la plus fréquente. Ce type d'état de mal épileptique représente une urgence thérapeutique, nécessitant une intervention rapide pour éviter des complications graves. Il se caractérise par une série de crises, soit immédiatement généralisées, soit qui évoluent vers une généralisation secondaire. La crise suit un déroulement stéréotypé en 4 phases. Première phase, caractérisée par un début qui est brutal et soudain, et elle est souvent marquée par un cri involontaire suivi d'une chute soudaine indiquant un début de perte de contrôle musculaire. La phase tonique, caractérisée par une contracture généralisée des muscles créant une rudeur extrême. La plaie peut survenir ensuite avec une révolution des yeux, c'est-à-dire les yeux se tournant vers le haut. La phase clonique, à cette phase, des secousses musculaires violentes et généralisées se manifestent. Ces mouvements peuvent être brutaux et le patient court le risque de se mordre la langue. Des signes végétatifs peuvent accompagner cette phase, tels qu'une cyanose, une mousse qui s'accumule aux lèvres, une mydriase bilatérale, c'est-à-dire une dilatation des pupilles des 2 yeux, un pouls accéléré, une élévation de la pression artérielle. Enfin, la phase résolutive. Cette dernière phase se manifeste par une relaxation du muscle et le patient peut avoir une perte involontaire d'urine, avec une respiration stertoreuse ou brillante. Le patient peut aussi présenter une asthénie intense, définie par une fatigue intense qui persiste lentement après la fin de la crise. Deuxième type d'état de mal épileptique, c'est l'état de mal épileptique larvé, qui se manifeste par l'absence de signes moteurs, mais qui entraîne un coma avec une persistance de l'activité épileptique au niveau cérébral, détectable uniquement par un électroencéphalogramme. Il s'agit souvent d'une évolution défavorable de l'état de mal épileptique tonico-clonique généralisé. Dans ce type de crise, les manifestations motrices deviennent de moins en moins évidentes, voire disparaissent complètement, tandis que les signes électriques persistent. Ce type de crise représente aussi une grande urgence thérapeutique car il peut entraîner des complications neurologiques graves et irréversibles. Troisièmement, l'état de mal épileptique myoclonique, caractérisé par des secousses musculaires répétées appelées myocloniques, qui surviennent sans altération de la conscience. Dans ce type de crise, le patient reste conscient et lucide mais éprouve des contractions musculaires soudaines et involontaires, souvent dans des différentes parties du corps. Cette forme d'état de mal épileptique peut être moins spectaculaire que la tonico-clonique généralisée. Quatrièmement, les états de mal partiels. Les états de mal épileptiques partiels concernant des crises épileptiques qui se limitent à une région spécifique du cerveau et qui se manifestent par des symptômes locaux. On commence par l'état de mal partiel simple somatomoteur. Ce type se caractérise par des crises motrices successives dans une partie du corps avec persistance d'un déficit moteur entre les crises. Dans l'état de mal partiel complexe, le patient reste dans un état de confusion mentale entre les crises. Un électroencéphalogramme est indispensable pour confirmer le diagnostic dans ces cas. Si les crises partielles se prolongent, ils peuvent entraîner des lésions cérébrales irréversibles. Cinquièmement, l'état de mal épileptique non convulsif, caractérisé par un syndrome confusionnel soudain, où le patient passe d'un état d'hébétude à des phases où il semble présent. On observe parfois des automatismes ou des signes moteurs subtils, tels que des clonés, c'est-à-dire des mouvements involontaires au niveau du menton, des mouvements des commissures labiales, ondulation tonique de la tête et des yeux. Le diagnostic repose sur l'électroencéphalogramme, car les signes extérieurs peuvent être discrets. Si cet état se prolonge, il existe un risque de séquelles intellectuelles irréversibles. Il existe d'autres formes et une variété de formes cliniques d'état de mal épileptique, correspondant à la diversité de crises épileptiques. Chaque type de crise épileptique peut potentiellement évoluer en état de mal
mal épileptique, chacune ayant des manifestations cliniques uniques selon la zone du cerveau affectée et le type de crise en question. L'enquête étiologique doit être réalisée sans retarder le traitement antiépileptique ni les manœuvres de réanimation. Elle se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, l'interrogatoire. Elle est essentielle pour identifier un facteur déclenchant potentiel, notamment si le patient est épileptique connu, présente des antécédents de crise, ou est-ce qu'il y a une notion de prise de médicaments ou une consommation de substances, ou tout événement récent pouvant expliquer l'apparition de la crise actuelle. Un examen clinique pour évaluer l'état général du patient, il inclut la prise de la température, de la pression artérielle, ainsi qu'un examen neurologique complet pour déceler des signes qui peuvent orienter vers une cause spécifique, comme une infection, une lésion cérébrale ou un trouble métabolique. Ensuite, plusieurs examens paracliniques sont nécessaires pour affirmer le diagnostic et rechercher d'éventuelles causes sous-jacentes. Premièrement, l'électroencéphalogramme. Elle est envisagée pour confirmer le diagnostic d'épilepsie et identifier le type de crise, bien qu'il ne soit pas urgent dans la phase aiguë. Il est utile pour caractériser l'activité épileptique et adapter le traitement. Un bilan métabolique comprenant un ionogramme qui analyse la calcémie, la natrémie et la magnésémie. Il inclut également la mesure de la glycémie, de l'urée et de la créa. Ces tests permettant de détecter des déséquilibres électrolytiques ou des anomalies métaboliques pouvant déclencher des crises. L'APL après un TDAM est systématiquement indiqué en cas de convulsion accompagnée de fièvre, mais seulement après avoir effectué un scanner ou un TDAM pour exclure toute contre-indication. Cela permet de rechercher une infection du système nerveux central telle qu'une méningite ou une encéphalite. La TDAM cérébrale avec un fond d'œil sont recommandées en cas de suspicion d'hypertension intracrânienne. La TDAM permet d'identifier des lésions structurales ou des signes de pression accrue dans le cerveau, tandis que le fond d'œil peut révéler des signes d'odème papillaire, renforçant ainsi la suspicion d'hypertension intracrânienne. Les causes possibles de l'état de mal épileptique peuvent être classées en deux catégories selon les patients. Les causes déclenchantes chez les patients épileptiques déjà connus et les causes sous-jacentes dans les cas d'un état de mal inaugural, c'est-à-dire que la première fois que la crise prolongée est survenue. Chez l'épileptique connu, on a plusieurs facteurs déclenchants. On commence par l'arrêt des antiépileptiques. L'arrêt brutal ou l'oubli de la prise des médicaments antiépileptiques peut déclencher un état de mal épileptique. Une infection comme une pneumonie ou une infection urinaire peut abaisser le seuil épileptique, favorisant ainsi la survenance d'une crise épileptique. La consommation excessive d'alcool ainsi que le sévrage peuvent provoquer des crises prolongées chez les épileptiques. Certains médicaments, même en dose thérapeutique, peuvent diminuer le seuil épileptique ou interagir avec les antiépileptiques. Un manque de sommeil est aussi un facteur de risque connu pour déclencher des crises chez les personnes épileptiques. Dans le cadre d'un état de mal épileptique inaugural, on a plusieurs causes. Les causes neurologiques d'une première crise prolongée comprennent des diverses pathologies. Un AVC peut endommager le cerveau et déclencher des crises. Les tumeurs cérébrales perturbant l'activité neuronale, tandis que le traumatisme peut laisser le tissu cérébral, augmentant ainsi le risque de crise. Les abcès cérébreux ou les infections localisées, comme les méningites ou les méningo-encéphalites, affectant directement le système nerveux central, créant un environnement favorable aux crises prolongées. Les causes métaboliques susceptibles de provoquer une crise épileptique prolongée comprenant une dysnatrémie, comme une hyponatrémie ou une hypernatrémie, une hypoglycémie et une hypocalcémie, qui peuvent toutes perturber les fonctions cérébrales et entraîner des crises. Par ailleurs, les différences d'organes comme l'insuffisance respiratoire par un manque d'oxygène, l'insuffisance rénale par l'accumulation des toxines ou l'insuffisance hépatique par un déséquilibre métabolique contribuant également à ces crises. De plus, l'intoxication, quelle que soit médicamenteuse ou liée à des drogues, impacte directement le système nerveux central, abaissant ainsi le seuil épileptique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de regarder cette vidéo ici.